Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour Parler, le premier podcast de la négociation en France. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier pour votre quotidien professionnel et personnel. Vous aimez notre podcast? N'oubliez pas de vous abonner. Toutes les 2 semaines, nous recevons un expert qui abordera une problématique et vous partagera ses astuces pour mieux négocier. Aujourd'hui, j'ai la chance dans Pour Parler d'accueillir un ami, Laurent Maury. Salut Laurent, Salut Julien. comment ça Bah va? écoute, très bien, je suis ravi d'intervenir aujourd'hui, donc avec grand Ah ouais, plaisir. et puis il y a un petit décalage horaire, je crois, entre nous. C'est quoi, 6, 7 heures que t'as? Oui, bah, parce que je suis actuellement en poste À en l'autre bout Asie, du donc c'est la raison pour laquelle il y a un petit décalage, mais enfin, tout va bien. Donc merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Non, non, très très grand plaisir. Depuis le temps qu'on se dit qu'on voulait faire ce podcast ensemble, je suis vraiment ravi et honoré de ta présence. Est-ce que tu pourrais te présenter, parce que tu as un parcours qui est d'une richesse incroyable, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Ah bah alors oui, de façon très très brièvement, donc je m'appelle Laurent Maury, je suis officier de police, actuellement en situation de détachement, j'ai le grade de commandant de police. J'ai un parcours qui est essentiellement tourné vers la police judiciaire et les services d'intervention, puisque j'ai débuté il y a de ça déjà quelques années en police judiciaire dans les Hauts-de-Seine, puis j'ai intégré un service que tu dois peut-être connaître, Julien, qui s'appelle la BRI Paris, qu'on appelle aussi anti-gang, enfin bon, qu'on affile de différents noms, pardon, au 36 quai des Orfèvres. J'y ai passé 10 merveilleuses années. J'ai intégré à Londres dans un service que tu dois connaître aussi, puisqu'il fait référence aussi à l'imaginaire collectif. Ça s'appelle New Scotland Yard. Pendant 4 ans, D'accord. j'ai été ce qu'on appelle un officier de liaison en charge de la lutte contre le terrorisme, basé à New Scotland Yard. Donc j'étais le seul Français, un des rares étrangers basé à Scotland Yard. À l'issue de ce mandat qui a duré 4 années, j'ai intégré un autre service que tu dois aussi probablement connaître qui s'appelle le RAID. J'ai Hmm. passé 7 années au RAID. Alors, je tiens tout de suite à préciser, j'étais plus derrière le bouclier, j'étais sur ce qu'on Ouais. appelle des fonctions support et j'étais en charge de la dimension internationale dans la gestion du quotidien. En situation de crise, j'étais ce qu'on appelle un officier précurseur, c'est-à-dire que je me déplaçais en premier avec d'autres collègues pour faire un état de situation et donner des informations aux dispositifs qui arrivaient sur place. Et enfin, donc j'ai fait ça pendant 5 ans, et puis pendant un peu plus de 2 ans, j'ai pris la tête du groupe de gestion de crise et de négociation du RAID. Voilà, à l'issue de Un cette période. ancien chef de la cellule de négociation du RAID. Donc là, on est un peu moins sur des fonctions support, Oui, hein. oui, effectivement, on est moins sur des fonctions support, mais voilà, bah, j'ai alterné les deux, donc c'est un parcours effectivement qui est assez diversifié et riche. Bah, j'ai couvert, enfin en tout cas j'étais présent pendant cette dramatique période entre 2015 et 2018 qui s'est illustrée par des attentats terroristes en France. Tout à fait. 2018, je quitte le RAID pour partir de l'autre côté de la Terre, pour prendre un poste d'attaché de police, donc sous statut diplomatique, au consulat général de France à Hong Kong, où je vais représenter le ministère de l'Intérieur dans toutes ses composantes, à Hong Kong, Macao et Taïwan. Donc, Donc tu es arrivé encore pile au bon moment pour prendre des vacances, puisqu'on remet le contexte. À ce moment-là, il y a révolution à Hong Kong quand tu arrives, et la crise du coronavirus, et la Chine l'a vécu un petit peu différemment. Donc tu as vraiment connu la crise en Asie dans toute sa splendeur là-dessus. oui, bah, écoute, c'est un moment intéressant, c'est un moment d'histoire, hein. J'ai eu la chance d'être présent sur place dans ce contexte historique, hein, un peu particulier, mais bon, c'est un peu l'histoire de mon parcours professionnel. Mhm. Généralement, quand je vais quelque part, il se passe toujours un peu quelque chose. C'est finalement ce que je recherche, hein, quand on est dans ce genre d'unité, c'est ce qu'on recherche. Donc je suis resté 3 ans à Hong Kong. À l'issue, j'ai intégré un service qui est en charge de la souveraineté de l'État. Je ne m'étendrai pas D'accord. davantage pour des raisons de confidentialité sur ce service, Mhm. mais juste d'un mot, service magnifique au service de Mhm. l'État avec des personnels, des gens absolument géniaux. Donc beaucoup d'affection pour ce dernier service. Et depuis, bah, écoute, depuis j'ai rejoint le secteur privé
où je travaille au profit d'un groupe du CAC 40. Voilà. Super. C'est vraiment intéressant parce que moi, tu es la seule personne que je connais là-dessus qui a une vision de la gestion de crise dans toute sa splendeur. Ça passe par une dimension très opérationnelle à 6 heures du mat à ouvrir des portes, cagoulées, en passant par ce que tu disais à travers Scotland Yard ou même le RAID avec de la collecte de l'information, de la diplomatie, du renseignement, de la négo, de la gestion de crise. T'as connu vraiment tous les métiers d'un point de vue opérationnel, support, stratégique, logistique de la crise là-dessus. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. Bah écoute, oui, je pense. Je pense, mais alors c'est une volonté de ma part, mais qui est aussi liée notamment des performances physiques, hein, parce que à partir d'un certain âge, c'est peut-être plus opportun ou pertinent que d'être derrière un bouclier. Mais voilà, ça s'est inscrit dans un parcours de vie où effectivement j'ai commencé en étant simple opérateur dans une unité d'intervention, pour ensuite devenir le chef adjoint du même groupe d'intervention, pour après prendre une dimension plus stratégique, un peu plus intellectuelle, même si voilà, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, hein, avec des fonctions un peu plus stratégiques, à l'international, diplomatique. Voilà, j'ai essayé de couvrir tout ce spectre qui englobe la gestion de crise. C'est-à-dire que je ne m'inscris pas, moi, comme un opérateur pur et dur, je ne m'inscris pas comme un chef des négos, mais plutôt comme quelqu'un qui a un parcours de vie qui lui a permis d'aborder toutes les parties de la gestion de crise. C'est-à-dire que je peux te parler de la gestion de crise derrière un bouclier, mais je peux aussi te parler des postes de commandement et comment on articule l'intervention de celui qui va être derrière le bouclier. Non, c'est passionnant. Et est-ce que dans ce cas-là, par rapport à ta riche expérience, l'idée, on en a échangé un petit peu avant, c'est d'en tirer 5 leçons de vie de ton parcours. Ce que je te propose, c'est qu'on commence de manière chronologique, ça sera plus simple pour s'y retrouver. Est-ce que c'est forcément, bon, on a l'occasion d'échanger très régulièrement ensemble, quasiment plusieurs fois par semaine au téléphone, mais est-ce que de la BRI, de ce premier métier que tu as eu au sein de la police, est-ce que tu as une expérience qui t'avait particulièrement marqué et de cette expérience, est-ce que tu as réussi à en tirer, je sais pas, une leçon de vie, un mantra, une idée où tu te dis ça, je l'ai en tête régulièrement. Est-ce que tu avais quelque chose sur cette première partie de vie qui était significative pour toi? Bah écoute, t'imagines bien que 10 ans à la BRI, c'est une vie qui est vraiment exceptionnelle, avec des émotions. Très honnêtement, c'est difficile de tirer une leçon, en tout cas de tirer un exemple, mais je savais que tu allais me poser cette question, donc j'ai fait un peu appel à ma mémoire, et par rapport à tes auditeurs, je voudrais évoquer une expérience que j'ai vécue et qui me permet de tirer une leçon de vie. Alors, super. si tu me permets, je vais juste, en 2 mots, je vais te dire ce dont il en résulte. C'est on est au début des années 2000. Je suis chef adjoint donc dans un groupe d'intervention à la BRI. Donc voilà, je suis un opérateur et j'ai progressé au sein de la colonne et je suis l'adjoint du chef de groupe. Donc je le remplace quand il n'est pas là. Et cette fois-ci, j'ai mon bip qui sonne et on est appelé pour intervenir sur une situation qui fait partie donc de notre cœur de métier, à savoir une prise d'otage. Donc, lorsqu'on arrive sur place, si mes souvenirs sont bons, c'est dans le 13e arrondissement. Lorsqu'on arrive sur place, la situation est la suivante. On sait qu'on a un preneur d'otage. C'est une prise d'otage qu'on appelle intrafamiliale. Et là, en l'occurrence, c'est une personne, c'est un homme qui retient en otage sa mère et qui menace de faire sauter l'immeuble avec des bonbonnes de gaz. Donc quand on arrive sur place, tu imagines un peu l'atmosphère, l'ambiance, le cordon de sécurité. J'ai mes collègues, mes camarades du groupe qui vont tout de suite se prépositionner derrière la porte pour mener ce qu'on appelle un assaut d'urgence si besoin était. Et moi, je vais rejoindre le chef de la BRI de l'époque
et on va commencer à élaborer ensemble, en tout cas, les grands points de la stratégie par rapport à cette situation. Très rapidement, on a un officier supérieur de la BSPP, donc de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui rentre dans la pièce et qui nous interrompt et qui nous demande, qui demande plus précisément au commissaire, au chef de la BRI, qui lui dit j'aimerais savoir combien d'hommes vont participer, sont dans cette colonne d'assaut. Je revois le regard du chef de la BRI, il est interloqué. L'officier supérieur des pompiers comprend l'objet de cette interrogation et il lui dit non mais attendez, je vais hors de question pour moi de m'immiscer dans votre stratégie, c'est simplement que je suis en train de demander à mon personnel de monter des tentes pour les grands brûlés. Donc le chef de la BRI me regarde et il me dit combien, et je lui réponds voilà, on est 8. Voilà. Et à l'issue il me dit très bien, allez-y. Donc juste pour t'expliquer en quelques mots, c'est le cheminement qui va s'opérer entre ce PC de commandement et la porte où je vais retrouver mes camarades. C'est finalement dans quel état d'esprit tu te sens par rapport à tout ça. Est-ce que tu as peur ? Est-ce que tu as envie de reculer ? Est-ce que tu te dis je vais y aller ? Finalement, évidemment que tu vas y aller, évidemment que tu vas retrouver tes camarades, et évidemment que tu vas mener ta mission jusqu'au bout, tu vas mener l'assaut, et pour la petite histoire, on va interpeller cette personne sans qu'elle ne soit blessée, et on va résoudre la situation. Pourquoi je te parle de cet exemple, qui est un exemple parmi tant d'autres, c'est simplement parce que dans le cadre de cette action, j'ai perçu la notion de mandat. Le mandat. D'accord. Alors le mandat, c'est quelque chose de très très important et que finalement on ne prend pas suffisamment en considération. Le mandat, c'est de définir précisément ce qu'on attend de toi, c'est-à-dire quelle est ta lettre de mission. Et le mandat, en l'occurrence, pour ce cas particulier, mon mandat, c'était de résoudre la crise, c'était d'intervenir. J'avais été recruté pour ça, j'avais été entraîné, je m'entraînais, je connaissais mon matériel, je travaillais avec des camarades que je connaissais parfaitement bien, j'avais confiance, et mon mandat, c'est-à-dire dans cette zone d'action qui va du point A jusqu'au point B, on me faisait confiance. C'est-à-dire que je savais précisément ce qu'on allait attendre de moi. Cette notion de mandat, alors c'est particulièrement important et tu vas la retrouver dans l'entreprise. C'est-à-dire que le nombre de fois où le mandat n'aura pas été suffisamment précisé, ça va générer un certain nombre d'incompréhensions. Bien sûr. Conflits et notamment des conflits structurels d'ordre relationnel et d'organisation. Typiquement, concrètement, c'est la fameuse personne qui va te dire « Ah mais moi je savais pas » ou alors « On me l'avait pas dit ». Voilà. Définir le mandat, c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire ce qu'on attend de chaque individu qui lui permet derrière d'être autonome dans ce champ des possibles. C'est bien ça ? C'est ça. Et d'exécuter sa mission à terme. C'est ça, absolument. C'est intéressant parce que tu le dis, je m'étais entraîné, je m'étais préparé, j'avais une connaissance parfaite de mes camarades. Et ça te permet dans la situation de crise de pouvoir aller au bout de ton engagement et de ta mission. Ouais. Malgré le danger ou la peur. Alors je sais que tu n'étais pas forcément, et tu reviendras sûrement dessus, sur cette notion de peur, mais enfin moi j'assimile ça à du courage. C'est-à-dire que j'ai conscient que c'est une situation d'environnement dégradé qui peut avoir un impact soit sur l'intégrité de mes camarades, soit sur la mienne, mais je décide malgré cette peur d'y aller. C'est vraiment cette notion de courage. Et toi tu te dis bien, en fait dans ces moments-là, pour toi il n'y a pas de peur, puisque tu t'es entraîné et il n'y a pas de sidération, il n'y a rien de tout ça. C'est j'ai une lettre de mission, j'ai un mandat et j'y vais. Alors oui, si tu me permets de rebondir par rapport à la notion de peur, c'est intéressant ce que tu es en train de dire parce que ces notions de peur, de courage, la peur, est-ce que tu ressens la peur dans ce genre de situation ? Alors, je vais exprimer une opinion qui est tout à fait personnelle. En tout cas, je n'avais pas peur. Ça fait pas de moi quelqu'un de courageux. En tout cas, quand je dis que j'avais pas peur, c'est-à-dire que j'étais concentré sur ma mission. Ouais. Et tu vois, quand parfois j'entends, oui, avant de donner l'assaut, avant de faire telle ou telle action, j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à mes enfants. Je vais te dire, moi, à titre personnel, encore une fois, c'est très personnel. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de penser à ça. Si je pense à la peur,
si je pense à ce que je peux perdre, si je pense au risque, de cette manière, ça va impacter ma performance. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas conscience du risque. Ça veut dire que le risque, je l'intègre et que je me mets en configuration d'affronter ce risque. Alors, oui, tu es complètement dédié à ton moment présent, à ce que tu peux contrôler. En fait, tu analyses suffisamment bien la situation pour savoir que cet instant, c'est un instant dangereux. Et que si tu te fais submerger par ta peur, cette peur, ça va t'inhiber. Et là, on rejoint des notions qui sont liées au stress. Tu sais, le stress, tout le monde le sait. Le stress, ça peut t'inhiber, te désinhiber. En situation de stress, tu peux soit combattre, être très combatif. Là, ici, je fais le parallèle avec le monde de l'entreprise. Soit tu fuis, ou tu es dans une posture de soumission. Là, typiquement, je ne me considère pas comme quelqu'un de particulièrement courageux. En revanche, je sais que dans situation de stress, j'ai plutôt tendance à réagir en étant désinhibé par rapport à ça et en adoptant plutôt une attitude combative. Ce n'est pas forcément le cas dans mon quotidien. Hein. Mais il y a tellement de choses à dire par rapport à ça, cette gestion du stress. C'est pareil, lorsque le stress, est-ce qu'on peut le combattre, est-ce qu'on peut le travailler? Pour moi, le stress, c'est un livre. J'aime bien ce parallèle, c'est-à-dire que chaque individu, et ça c'est pas une question de genre, de force, c'est-à-dire qu'on peut réagir, on peut avoir une attitude combative, quel que soit et son genre et sa force. C'est pas celui qui est le plus grand, le plus fort, qui va le mieux réagir en situation de stress. En revanche, ce que je dis aussi, c'est que c'est pas quelque chose de constant. C'est-à-dire que tu ne pourras pas réagir toujours de la même façon face au stress. Et j'aime bien faire ce parallèle avec le livre. Pour moi, le stress, chacun d'entre nous, on dispose d'un livre qui nous permet d'accumuler des situations de stress. Alors, en fonction des individus, parfois on a un livre qui fait 5 pages ou un livre qui fait 5000 pages. Donc il y a forcément un début et une fin, même pour le plus endurci, quoi. Oui, moi oui, absolument. En tout cas, c'est ma perception. Autour de moi, j'ai rencontré des camarades qui très forts, et physiquement, et intellectuellement, mentalement, psychologiquement, sur des situations de stress. Et certains d'entre eux, j'en ai vu certains d'entre eux arriver au bout de leur livre. Alors, quand ça arrive, que tu connais suffisamment bien ton corps et que tu sais que maintenant il est temps de changer de métier, c'est très bien. En revanche, quand ça arrive en situation d'action, c'est un peu plus compliqué. Et après, ça peut développer un certain nombre de troubles qu'on connaît parfaitement, qui ont parfaitement été identifiés aujourd'hui, les PTSD notamment. Vraiment génial comme première expérience BRI. Donc, pour reprendre tes mots, cette première leçon de vie, le mandat, c'est que définir le mandat est à l'aide de mission pour assurer le succès. Absolument. Et là, permets-moi de nouveau de faire le parallèle avec le monde de l'entreprise. Si vous ne définissez pas votre mandat, vous allez avoir des conflits. Un conflit de relationnel, un conflit de tâches, d'organisation et de procédures. C'est-à-dire qu'il va falloir précisément dire qui fait quoi, quand et comment. Super. Voilà. Ça, c'est un mantra essentiel. Le mandat. Parfait. Et puis après cette expérience, t'es pris en otage par des gens qui ont des cravates à pois roses et des chaussettes de toutes les couleurs. Tu pars. Ne dis pas de mal de mes amis britanniques. Tu sais que j'ai été quasiment atteint du syndrome de Stockholm parce qu'après 4 années passées avec eux, alors déjà, premièrement, j'ai appris à connaître notre meilleur ennemi. J'ai fait vraiment de formidables rencontres. J'ai des amitiés durables avec certains collègues britanniques. Et oui, je te disais que j'avais le syndrome de Stockholm parce qu'après 4 années, donc pour le coup, là, j'étais sur des fonctions plus alors je vais pas dire administratives parce que c'était pas du tout le cas. J'ai participé à des choses absolument extraordinaires avec eux, notamment des recrutements de sources, ce genre de choses. La coopération franco-britannique, c'est pas un vain mot, ça existe, hein. Ça existe vraiment. Mais au bout de 4 ans, écoute, j'ai souhaité faire une 5e année, tout simplement parce que arrivaient les JO à Londres et qu'il me semblait pertinent de poursuivre une 5e année parce que j'avais initié un certain nombre de rencontres et de réunions, et donc je pensais que c'était pertinent pour moi de continuer. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais allé voir mon chef de service, donc qui était un contrôleur général,
qui avait fait, qui avait travaillé longtemps dans les services de renseignement, et donc j'étais arrivé et j'ai fait cette erreur. Et là, ça nous permettra peut-être un peu plus tard dans cette conversation de rebondir sur les biais cognitifs. J'étais allé le voir pour lui demander une 5e année en étant habillé à l'anglaise, comme tous les policiers de Scotland Yard, avec un magnifique costume à rayures et des chaussettes rouges. Et je me rappelle son regard, quand je lui avais demandé de poursuivre une 5e année, il m'avait regardé, il avait regardé mes chaussettes, mon costume, et il m'a dit « Je crois qu'il est temps pour toi de rentrer ». Et j'avais pas bien compris à l'époque. Et aujourd'hui, avec le recul, oui, effectivement, je pense qu'il était temps pour moi de rentrer. Je commençais à avoir une affection un peu trop forte pour mes camarades britanniques. Bon, super. Est-ce que t'as une expérience que t'avais vécue? Parce que j'imagine que culturellement, l'Angleterre, ce que tu appelais notre meilleur ennemi, ce qu'on retrouve qui plus en plus dans le sport et dans le rugby. Mais est-ce que on n'est pas extrêmement éloigné, pourtant culturellement, c'est assez différent. Et est-ce que j'imagine que tu as plein d'anecdotes. Est-ce que tu avais une anecdote qui a retenu ton attention et qui t'a permis d'en tirer quelque chose sur cette partie anglaise? Évidemment, Julien, t'imagines là encore que j'ai beaucoup d'anecdotes, dont certaines sont encore classifiées. Donc je vais m'efforcer de donner quelque chose dont je peux parler. Précédemment, j'ai parlé du mandat. Je vais expliquer comment finalement ce mandat, ça te permet d'aborder un deuxième temps. Moi, je vais intituler l'analyse de la situation. C'est-à-dire, je vais te donner cet exemple précis où il avait été convenu d'une réunion entre un magistrat antiterroriste français qui était accompagné par un policier des services de renseignement, et il était convenu que donc qu'on rencontre le chef du contre-terrorisme britannique, donc à Scotland Yard, pour évoquer un certain nombre de points et de sujets. Et évidemment, pour préparer cette réunion, le policier du service m'avait contacté, et dans le cadre de ma mission, en dépit du fait que je portais des costumes à rayures, je demeurais attaché à mon service d'origine, et je savais précisément pourquoi j'étais à Scotland Yard. C'était non pas pour devenir un flic de Scotland Yard, mais pour représenter mon pays et représenter le ministère de l'Intérieur au sein de cette unité. Donc j'avais été en contact avec ce policier, et ensemble on avait mis je lui avais communiqué un certain nombre d'éléments sur les personnes qu'on allait rencontrer, sur les informations que j'avais obtenues, qui étaient à ma disposition, pour pouvoir finalement analyser la situation et élaborer une stratégie. Et comment tout ça s'était illustré? Eh bien, on commence cette réunion, donc je te laisse imaginer. Magnifique endroit à Scotland Yard, avec les pontes du contre-terrorisme, ce magistrat qui vient pour parler d'un dossier, mon collègue policier, et puis moi qui suis un peu en retrait à côté, puisque je suis le représentant du ministère de l'Intérieur en poste à Scotland Yard. Et là, on commence la réunion de façon très très courtoise, et j'avais suffisamment communiqué d'informations à mon homologue des services de Rance pour qu'il sache que nos amis britanniques travaillaient sur quelqu'un, et je savais précisément ce qu'ils attendaient, et je savais aussi les éléments dont ils ne disposaient pas. Et là, commence cette réunion, et très rapidement, je m'aperçois qu'on est en train de s'enliser, et qu'on va faire une réunion qui va durer 1h, 1h30, et que, in fine, on n'aura pas grand-chose. On se regarde avec mon camarade policier, et là, il lâche un nom. Je savais précisément que ça allait amorcer au niveau des Britanniques. Et là, il en dit suffisamment pour que les Britanniques comprennent que les Français ont de l'information. D'accord. À tel point, mais juste suffisamment, c'est-à-dire qu'il n'en donne pas davantage. Et là, le chef de l'antiterroriste de l'époque, qui est quelqu'un d'absolument brillant, quelqu'un vraiment de très bien, comprend tout de suite. Il interrompt la séance, et il nous dit, écoutez, on va reprendre tout depuis le début. Il appelle un de ses adjoints. Dans l'oreille, il lui souffle un certain nombre de choses. 5 minutes plus tard, l'adjoint en question revient avec un dossier. Et là, j'ai assisté à une vraie coopération opérationnelle. Une vraie coopération opérationnelle. C'est-à-dire que si je n'avais pas été en mesure d'analyser la situation avant cette réunion, il est probable qu'on se soit acheminé vers une réunion courtoise. Alors, qu'est-ce que t'en tires? Est-ce que c'est le fait d'analyser la situation
qui te permet, de ce que j'entends, d'avoir modifié ou adapté votre stratégie au fur et à mesure? Ou est-ce que là, on est quasiment sur une notion de confiance, de partage d'informations et d'une certaine manière qui te permet d'aller chercher cette efficience? Et je sais que c'est un thème qui t'est cher, cette notion de confiance et de performance. Oui, alors ça, c'est si tu me permets, Julien, là pour le coup, pour moi, donc premier point, le mandat. Le deuxième point, c'est ça, tout ça, ça s'inscrit dans ce que j'appelle moi le cercle vertueux de la performance. Le premier point, D'accord. c'est connaître précisément ce qu'on attend de moi, c'est définir mon mandat, quelle est ma lettre de mission, quelle est ma marge de manœuvre. Le deuxième Ok. point, c'est analyser la situation. Et là, de nouveau, je fais Super. le parallèle avec le monde de l'entreprise. Vous allez en entretien, vous allez aborder une réunion particulièrement difficile. Eh bien, analysez la situation. Prenez tous les éléments en votre possession. Et cette analyse de la situation, ça va vous permettre d'élaborer votre stratégie. C'est pas un point, je veux dire, c'est pas du analyser la situation, c'est pas quelque chose de. Je dis pas ça pour dire analyser la situation. C'est, enfin, comprenons-nous bien. Analyser la situation, c'est collecter de l'information pertinente en source ouverte par rapport à l'antériorité qu'on a avec son client, avec son prospect, pour pouvoir définir quelque chose de très élaboré. C'est de D'accord, ça te définir sa permet en fait stratégie. Et de faire preuve d'intelligence et d'agilité, quoi. Tu continues à t'adapter grâce à ton analyse de situation, si je comprends, tu continues avec intelligence et agilité à t'adapter et à ton écosystème et à ton interlocuteur. Alors oui, absolument. Et puis je vais reprendre là pour le coup des mantras que tu connais parfaitement bien. Élaborer sa stratégie, analyser la situation pour élaborer sa stratégie. C'est le moment où tu vas définir, et là on va rejoindre la négociation, ce qui va être négociable, ce qui sera peu négociable mais envisagé, et aussi ce qui ne sera pas négociable. Et analyser la situation pour élaborer une stratégie, c'est surtout ne jamais oublier qu'on va essayer de passer d'une volonté de convaincre à une volonté de comprendre l'autre. Il va falloir chercher à solutionner le problème de l'autre, et on va lui accorder un minimum de confiance pour créer plus de valeur. Ah, super. Ouais, effectivement. Tu vois, donc l'analyse de la situation pour élaborer sa stratégie, c'est super important. C'est-à-dire que là, il faut définir précisément les points sur lesquels on est prêt à bouger, un peu, pas beaucoup, ou pas du tout. Ouais, complètement. Très très clair. Très clair sur cette expérience avec nos amis bretons, en tout cas britanniques. Ok. Après, tu reviens dans un service très très réputé en France, puisque tu intègres le RAID, et notamment tes 2 ou 3 dernières années au RAID, chef négo du RAID. Il y a eu peu de chefs négociateurs au sein du RAID. J'imagine des situations qui sont assez aussi extraordinaires ou incroyables. Qu'est-ce que tu en tires de cette expérience RAID, ou quelle expérience tu peux nous partager aussi là-dessus, s'il te plaît? Là aussi, tu imagines une expérience très riche avec 7 années passées au RAID, des moments absolument, voilà, d'une richesse absolue. Je vais juste essayer de m'efforcer de poursuivre ce cercle vertueux de la performance, et donc je vais illustrer. Donc le premier point, c'est le mandat. Le deuxième point, c'est analyser la situation pour élaborer une stratégie. J'évoquerai pas la prise de contact, mais je vais aller maintenant sur un point qui me paraît aussi essentiel et qu'on peut aussi adapter évidemment au monde de l'entreprise, et qu'il faut adapter au monde de l'entreprise. C'est tout ce qui relève du RETEX, du retour d'expérience. Okay. Donc, j'ai décidé d'évoquer avec toi et avec tes auditeurs un retour d'expérience. Et bien là, on ne va pas parler du succès, on va parler de l'échec. Ah, intéressant. Alors, l'échec, évidemment, évidemment, ça t'impacte. J'ai décidé précisément de te parler de l'échec parce que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Et si on doit travailler sur le succès, on doit aussi travailler sur l'échec. Donc, en 2 mots, je suis chef des négociateurs depuis non pas quelques semaines, mais quelques jours. J'ai 17 ans passés dans les unités d'intervention. Je pense avoir vu à peu près tous les postes. Je viens de terminer ma formation. Donc, je suis certifié négociateur de crise et intervient ce qu'on appelle, nous, une alerte. Et donc, je suis sollicité avec un autre de mes négociateurs, ce qu'on appelle le négociateur 2, le N2, sur un individu qui a exhibé une arme, qui est manifestement donc chez lui, qui a exhibé une arme, et qui aurait, je dis bien au conditionnel, qui aurait une intention suicidaire. Donc, c'est ma première négo. Des interventions, j'en ai déjà fait des centaines.
J'ai déjà été confronté à la mort, à la violence, à tout ce qui se fait à peu près de pire. Et donc, je vais intervenir en tant que chef négociateur. Pourquoi je fais cette précision? Parce que c'est vraiment différent. Et je reviendrai sur ce point un peu après. Donc, j'arrive sur place et on a quelqu'un qui, manifestement, est suicidaire. Donc, comme il a exhibé une arme, un fusil en l'occurrence, et que depuis sa chambre, il a un accès sur la rue, donc on considère que le raid doit être engagé parce que potentiellement il peut tirer sur des gens dans la rue. Donc quand j'arrive sur place, là de nouveau une situation qui est figée. Je vois quelqu'un à sa fenêtre, je suis au rez-de-chaussée, beaucoup de difficultés à prendre contact avec lui. Je te laisse imaginer ce que c'est que de parler avec un mégaphone. C'est pas forcément très agréable, en tout cas impossible de mener une conversation et encore moins une négociation avec un mégaphone, c'est très très compliqué. Et donc je commence malgré tout, j'enlève le mégaphone, on se rapproche, c'est le silence autour de nous. Je suis au rez-de-chaussée et à une quinzaine de mètres de cette personne. Très rapidement, je comprends que cette personne est en détresse. J'ai finalement assez peu d'informations sur lui, même très peu d'informations sur lui, pour plusieurs raisons. La crise se situe à proximité immédiate du raid, à peine 10 minutes en voiture, donc j'ai collecté assez peu d'informations. Là, je reviens sur l'analyse de la situation. Je ne dispose pas de suffisamment d'éléments. Donc j'ai face à moi quelqu'un avec un fusil, qui tient des propos cohérents, parfois un peu moins, mais voilà, en tout cas avec qui je peux échanger. Et au cours de cet échange, je m'aperçois d'un certain nombre de choses. Je suis face à quelqu'un qui aime son épouse, qui me parle de ses enfants, qui a une très bonne situation, et pourtant quelqu'un qui est en détresse, quelqu'un qui est en crise. On a un pic, on a une surcharge cognitive, on a une vraie crise. Très rapidement, je me dis qu'il y a probablement une pathologie. Une pathologie, donc très compliqué quand vous devez traiter face à quelqu'un qui a une pathologie, parce que normalement, il faut attendre la fin de la crise. Et donc s'engage une négociation, et ça dure, et on est à la fin du mois d'août, il fait plutôt chaud, et j'ai cette personne qui me dit, écoutez, moi, sachez que j'ai déjà prévu des bouteilles d'eau pour le raid, j'apprécie énormément le travail du raid. Donc je me dis finalement, ça se passe bien, je déroule ma stratégie, en tout cas j'essaye de respecter les étapes qu'on doit suivre face à un suicidaire, et il y a un moment, donc je lui dis, écoutez, donnez-moi votre fusil, on va pouvoir échanger davantage, c'est très angoissant pour moi d'avoir quelqu'un qui est avec un fusil. Et là, je lui demande de me lancer le fusil en question, et il me dit non, écoutez, je peux pas le faire parce qu'on est au premier étage, c'est un fusil de famille, j'y tiens beaucoup, je voudrais pas l'abîmer. Donc très bien, je lui dis, écoutez, je vais vous lancer un boot. Alors pourquoi je parle d'un boot? Parce que évidemment, je vais pas parler de corde, parce que face à un suicidaire, corde, suicide, etc. Enfin, voilà, on fait le rapprochement assez rapidement. Donc je demande, j'ai un de mes collègues du raid qui lui lance un boot. Et là, j'assiste à une scène qui me semble durer une éternité, qui probablement durera quelques secondes, quelques dizaines de secondes, et je l'encourage. Je le vois avec cette corde tourner autour de son arme, et d'un seul coup, donc je l'encourage. Je lui dis que c'est parfait, que c'est super. Et très honnêtement, de façon très très arrogante, je me dis génial. C'est ma première intervention en tant que chef des négociateurs. Ce soir, on va pouvoir ouvrir une bouteille de champagne. J'aurai ce qu'on appelle sorti quelqu'un. C'est-à-dire j'aurais résolu la crise sans qu'il y ait... Voilà. Et en fait, il m'interrompt. Et il me pose une seule question. Et il me dit, finalement, mon épouse, où se trouve mon épouse? Alors là, tout de suite, j'ai un énorme warning qui s'annonce, qui clignote et qui me dit, attention, attention. Un suicidaire qui vous parle de son épouse, de sa petite amie, c'est quelqu'un qui peut passer à l'acte. J'ai pas tellement conscience de ça. Et à la question où est mon épouse, je lui réponds, elle n'est pas là, mais elle n'est pas loin. D'accord. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là, donc elle n'est pas à proximité immédiate, en revanche elle n'est pas loin, c'est-à-dire que si besoin était, elle va venir rapidement. Ça veut dire aussi, dans mon esprit, elle n'est pas loin, donc elle ne peut pas vous entendre. Oui, elle n'est pas là, mais elle n'est pas loin, c'est-à-dire elle ne peut pas vous entendre. Et lui, il comprend l'inverse. Elle n'est pas là, elle n'est pas loin, donc elle peut m'entendre. Et là, il prend son arme, il me regarde,
il énonce une dernière fois le nom de son épouse et se suicide devant moi. Alors, Qui tire devant toi. Ok. il tire, Avec son arme. il se suicide devant moi. Pourquoi je parle de ce cas? Parce que là, on est sur l'échec ultime. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un face à vous qui vient de se suicider. C'est comment moi je vais appréhender ça. Comment ça va m'impacter. Comment, en termes de légitimité, ça va impacter sur ma légitimité au sein du groupe des négociateurs. Oui, parce que j'imagine que le rétex à chaud, il doit pas être il est pas jovial à ce moment-là. Deux rétex. Donc ça me permet de rebondir sur le rétex. Le rétex, c'est le retour d'expérience. Dans les unités d'intervention, on fait ce qu'on appelle deux rétex, deux retours d'expérience. Un rétex à chaud, directement après la crise, et un rétex à froid, qu'on effectue généralement, on va dire une semaine plus tard, histoire que tout est un peu décompté. Rétex à chaud, je rentre à l'unité. Alors là, erreur de ma part, j'assume mes responsabilités. J'assume mes responsabilités. C'est un échec, avec tout l'impact que ça peut avoir. C'est-à-dire que là, pour le coup, je viens de prendre en compte un groupe. C'est-à-dire que le chef de groupe, lors de sa première intervention, va subir un échec. Donc, la légitimité est remise complètement en question. Donc, la première des choses, c'est que je continue à être d'alerte. C'est-à-dire que je ne vais pas baisser les bras. Une fois encore, j'assume mes responsabilités. Et c'est le rétex à chaud. Où là, on est sur une surcharge cognitive, où tout le monde va vous dire les choses. C'est bien, c'est pas bien. Tu l'as fait tout à fait correctement. Ça ça n'a pas donné satisfaction. Et là, on est vraiment au sein du groupe. Et même si les gens sont bienveillants, on se dit les choses. Je te laisse imaginer. Oui, bien sûr. Une semaine plus tard, deuxième rétex. Et là, on va faire un rétex qu'on dit à froid. De rétex à froid, on va apprendre que cette personne, malheureusement, était bipolaire. On avait découvert une lettre pour chacun de ses enfants, pour son épouse, pour les pompiers. Cette personne avait déjà fait 2 tentatives de suicide. Elle était en rupture médicamenteuse, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas pris ses médicaments. Tous ces éléments qui vont comprendre l'issue dramatique de cette crise. Une fois encore, ça ne justifie pas l'échec. Ça permet d'avoir des éléments d'appréciation qui te comprennent pourquoi ça s'est passé comme ça. Et quel est l'intérêt du rétex? C'est qu'un rétex n'a d'intérêt, c'est pas un tribunal. Un retour d'expérience, c'est pas le tribunal. C'est le retour d'expérience n'a d'intérêt que si on formalise ce qui s'est passé et si on formalise les points d'amélioration. Ça te permet de monter en compétence. Ça te permet de monter en compétence, et surtout, l'intérêt d'un retour d'expérience, c'est aussi à l'issue de l'intégrer dans de la formation. C'est-à-dire qu'il s'est passé tel événement, ça a marché ou ça n'a pas fonctionné, pour quelles raisons, comment on améliore, et on s'entraîne sur la base des points d'amélioration qu'on aura déterminés. Alors, évidemment, ça, j'ai délibérément choisi de parler d'un échec. J'ai fort heureusement, connu aussi quelques succès. C'est important aussi la notion de succès, parce que dans notre culture très latine, généralement, quand on fait un retour d'expérience, on l'a tous vécu. C'est le fameux les gars, les filles, on se retrouve tous à 14h en salle de réunion, et très rapidement, c'est dis donc Philippe, tu vas nous expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Non, ça ne peut pas fonctionner. Un retour d'expérience, on n'accable pas quelqu'un. S'il y a un vrai problème personnel, ça se règle entre le manager, le chef de groupe et la personne, avec les ressources humaines. Non, c'est factuel. C'est vraiment l'effet, qu'est-ce qui s'est passé et quel est l'apprentissage qu'on peut en avoir, tant dans le succès que dans l'échec, parce que dans un succès, tout n'est pas succès, et dans un échec, tout n'est pas échec. Absolument. Et là, tu vois, je rejoins mon expérience avec les anglo-saxons, qui sont quand même beaucoup plus... c'est aussi culturel, hein. Ils ont une culture du retour d'expérience, où on va aussi valoriser vraiment peut-être davantage le succès, tu vois. Et le succès a cette vertu, valoriser, faire un retour d'expérience où on va valoriser le succès, ça a une vertu ça va créer de la cohésion au sein du groupe. C'est-à-dire que si tu félicites quelqu'un en disant « Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour que cette étape ait aussi bien fonctionné, comment tu as fait pour que ce contrat soit signé ?» Ça va avoir une vraie vertu, c'est que ça va consolider le groupe.
Ouais, dans l'entreprise qu'on va appeler le onboarding généralement, mais qui est pas toujours très très suivi. Je suis d'accord parce que le rétex c'est toujours, on a dans l'entreprise la notion, parce qu'on l'a moins que dans les forces spéciales ou les militaires. Il y en a beaucoup qui sont faits en cas d'échec, mais peu en cas de succès. Et Ouais. c'est quelque chose qu'on doit désacraliser du succès ou de l'échec, hein, qui doit être régulier et qui permet vraiment de faire monter en compétence les gens. Donc, Oui, bon. et là, tu vois, ça me permet justement d'illustrer ce mantra. Donc, c'est l'importance du rétex et c'est débriefer l'échec, mais c'est aussi valoriser le succès. Tu progresses et tu fais progresser de la même manière. Absolument. Et tu Et crées de la cohésion. Et tu crées ouais. de la cohésion. Et ça te permet même, dans le cas des espèces que tu nous as nommées, peut-être même pour toi qui as vécu la crise avec la tête dans le guidon, d'avoir cette prise de hauteur, de te rendre compte que toi ou un autre négociateur, en fait, le problème n'était pas forcément dans l'interaction, mais là, tu étais face à une personne en pathologie, qui avait plus de médicaments de ça, et l'issue était euh, peu évidente, quoi, quel que soit le Alors, négociateur, oui, quoi. oui, mais encore une fois, hein, j'assume, moi, j'assume ma part de responsabilité. Je considère que, en dépit du fait qu'il y avait une pathologie, il y a probablement des choses sur lesquelles il y avait des points d'amélioration. Ou d'ailleurs, il y a eu des points d'amélioration. Et pour la petite histoire, j'ai participé après une négociation avec un suicidaire, parce que là, j'y tenais absolument, où effectivement, ça s'est bien terminé. Et c'était quelque Mhm, chose d'important pour moi. bien C'était sûr. quelque chose d'important. Voilà. Super. Parfait. Autre expérience, tu pars consulat à l'autre bout du monde, ce que tu disais, et t'intègres aussi dans la continuité un service en charge de la souveraineté de l'État, euh, énormément classifié, mais est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu peux nous partager là-dessus, et idem, une leçon de vie, un mantra que tu as retenu sur ça? Alors, euh, comme je l'ai dit en préambule, euh, évidemment parler de ce que j'ai pu faire dans un service en charge de la souveraineté d'État, et il n'en est pas question pour moi, Ça, c'est l'objet du euh, podcast. par confidentialité, mais aussi pour respecter les valeurs qui sont les miennes, et puis Bien sûr. respecter le travail des personnes qui œuvrent dans l'ombre, et quand même auquel je veux vraiment rendre un hommage parce que j'ai rencontré des gens absolument formidables qui, euh, qui n'espèrent aucune gratification, qui n'en ont pas d'ailleurs. Enfin voilà, dans ce genre d'unité, il y a très peu de médailles, très peu de gratification. Je ne parle même pas de la dimension financière. Et j'ai rencontré des gens absolument géniaux, dédiés à leur pays, à respecter nos valeurs démocratiques, qui font un travail formidable. Donc, je ne parlerai pas de ce que j'ai pu faire dans ce Bien sûr. service, pour lequel j'ai beaucoup de respect. En revanche, je peux te parler et des techniques d'influence et des techniques de manipulation, parce que là, pour le coup, euh, on les a utilisées contre moi. Et bah oui, alors tu sais, c'est ce qui fait la richesse du personnage, c'est ce parcours de vie. Donc je suis en poste au consulat général de France à Hong Kong. On est dans un mouvement des protestes que tout le monde a suivi, voilà, avec une jeunesse qui se révolte, voilà, qui aspire à plus de démocratie. Dans les considérations politiques, je rentre pas en compte, mais voilà, je suis dans un contexte quand même assez particulier. On m'informe que quelqu'un souhaite me rencontrer pour me parler de questions de sécurité. Mhm. Donc je rencontre cette personne parce que ça fait partie là encore de mon mandat, de ma lettre de mission. Je rencontre cette personne. C'est un Et civil? alors oui, c'est un civil, mais qui évolue quand même dans le milieu de la sécurité, du consulting. Et puis surtout, point commun avec moi, il a été dans des services un peu particuliers. Alors j'en dirai pas plus. Et je veux juste pour ne pas spoiler, mais voilà, c'est un anglo-saxon. C'est un D'accord. anglo-saxon à Hong Kong. Ok. Donc on échange, effectivement, il a deux, trois trucs à me dire, mais rien de très intéressant, en tout cas rien qui rentre dans mes attributs, enfin dans mes compétences professionnelles, voilà. Rien qui soit de nature à être reporté aux autorités françaises. Bon, c'est davantage pour me parler des protestes, etc. Donc rien de très, en tout cas rien de significatif. À l'issue, évidemment, parce que je suis un garçon poli et que c'est une personne aussi polie, on prend un café. Donc on échange, quelqu'un d'éminemment sympathique, agréable, et puis
on se confie toujours un peu, chacun on se confie toujours un peu, et je lui dis, moi après cette vie professionnelle bien riche, j'ai l'intention de monter une société pour faire du consulting, de la formation, que sais-je. Et là, il embraye pas par rapport à ça, et en revanche, quelques jours plus tard, il va me contacter. Il va me contacter en me demandant la chose suivante, en me disant, écoute, j'ai bien compris que tu envisages de monter une société. Écoute, moi j'ai un petit service à te demander. Est-ce que tu pourrais m'aider par rapport à des documents en open source, donc pas du tout classifiés, qu'il faudrait traduire. J'aurais besoin de ton expertise par rapport à ça, ton analyse. Évidemment, il n'y a rien de secret. Et surtout, ton prix sera le mien. Là, de nouveau, un gros warning. Et on est typiquement sur une technique de manipulation que les services de renseignement appliquent et qu'aujourd'hui beaucoup de monde connaît, c'est le MICE. C'est-à-dire qu'on va essayer de vous manipuler sur la base de cet acronyme en utilisant un ou plusieurs vecteurs. MICE. Tu peux donner les 4? Bien sûr, le MICE, alors c'est traduisible en français et aussi en anglais. Donc le MICE, c'est le M de monnaie, c'est-à-dire qu'on va essayer de vous manipuler par l'argent. C'est le I d'idéologie. Voilà, les mêmes confessions religieuses, même appartenance à des associations particulières, ce genre de choses. Le C, c'est la compromission. Et le E, c'est l'ego. Alors le C, typiquement, messieurs, à partir d'un certain âge, au-delà de 50 ans, si une jeune femme de 20 ans magnifique s'installe à votre table et manifestement vous montre son intérêt, alors que vous êtes dans le domaine diplomatique ou de l'entreprise avec un très beau poste, soyez quand même très vigilants parce que généralement ces genres d'histoires d'amour n'en sont pas. Donc on peut rapidement être compromis. Donc on peut se faire compromettre par l'argent, par l'idéologie, par de la compromission pure et simple, et par de l'ego. Alors l'ego, c'est beaucoup plus subtil. L'ego, on s'adresse généralement à des gens plutôt en fin de carrière. Si je peux illustrer ça, voilà, je vais dire plutôt une cinquantaine d'années en fin de carrière sur une strate intermédiaire, c'est-à-dire que on a des responsabilités, mais voilà, on aurait pu prétendre peut-être à mieux. Et là, on va nous dire, mais comment se fait-il que quelqu'un d'aussi brillant que vous comment se fait-il qu'on n'ait pas reconnu votre talent? Comment se fait-il que vous n'ayez pas été promu? Donc ça, c'est l'ego. Et pour revenir sur la tentative de manipulation dont j'avais fait l'objet, c'est très clair. Là, on était sur M de monnaie. Et sur l'ego. Bien sûr. On a essayé de me manipuler sur le M et l'ego. Alors comment j'ai réagi par rapport à ça? Là, le processus pour que les gens comprennent, c'est qu'en fait, on essaye aussi de créer une dette sur laquelle tu te sentiras redevable, parce qu'il va te payer pour un service. Et puis après, on peut aller sur une technique d'engagement où il te demandera de plus en plus et ça sera compliqué de dire non. Ah, mais là, on est sur de la vraie manip. Là, on n'est pas. Ouais. Tu vois, Julien, par rapport aux techniques qu'on peut déployer, des techniques d'influence, là, on est sur de la manipulation. La manipulation, c'est-à-dire qu'à un moment, tu vas te rendre compte de ce que tu es en train de faire et on va te menacer. Là, on est sur de la vraie manip. On va te demander un petit peu, jusqu'au moment de demander des choses, et si tu ne t'exécutes pas, on va te menacer. Donc là, on est sur des techniques agressives de manipulation. Ouais. On n'est pas sur du biais cognitif, on n'est pas sur des valeurs communes, sociales, ce genre de choses. Absolument pas. Là, on est sur de la manip. Donc, écoute, en l'occurrence, donc il avait essayé de me manipuler sur de la monnaie et de l'ego. Et comment j'ai réagi par rapport à ça, c'est que quelques jours plus tard, j'ai fait en sorte de le rencontrer et je lui ai dit la chose suivante. Alors comme c'était un anglo-saxon qui était très friendly, donc il était très chaleureux et parfois on est toujours amazing et rapidement tu es... anglo-saxon qui n'était pas anglais. C'était un anglo-saxon et donc c'était tout de suite amazing, tu es tout de suite un ami. Donc je suis allé dans son sens et je lui ai dit écoute, j'ai bien pris en compte ta demande. Évidemment, tu sais très bien, comme je travaille au service de l'État français, il n'est pas question pour moi de te communiquer des informations qui seraient classifiées. Il n'en est absolument pas question. Je suis comme toi, j'aime mon pays et je défends mon pays et ses valeurs. Premier point. Et le deuxième point, je lui dis, comme tu es mon ami, je vais le faire en open source, je suis prêt à le faire en open source et surtout gratuitement. Je peux t'assurer qu'il a parfaitement compris le message.
Pas de dette. Et il a parfaitement compris le message. Et là encore, c'est quelque chose qu'on peut adapter au monde de l'entreprise, la manip. Donc, ça ne nous a pas empêché de reprendre un café après, mais plus jamais il m'a demandé quoi que ce soit. Et puis, pour la petite histoire, évidemment que j'ai avisé, moi, de mon côté, les autorités compétentes pour qu'ils soient signalés. Intéressant. Qu'est-ce que t'en tires de cette expérience? Quand c'est trop beau, faut être vigilant. Oui, tout ce qui brille n'est pas or. D'accord. Il faut toujours être vigilant. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête cet acronyme, le MICE. Ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement suspicieux, mais envers tout le monde. Mais il faut faire attention. Il faut toujours demeurer vigilant dans ses rapports business, notamment. Il faut être toujours vigilant parce qu'on a des intérêts qui sont pas forcément communs. Génial. Là, on a 4 expériences, on a déjà 4 leçons. Définir le mandat et la lettre de mission pour assurer le succès, ce que tu nous disais tout à l'heure. L'analyse de la situation pour adapter sa stratégie et comment on fait preuve d'intelligence et d'agilité pour continuellement s'adapter à un environnement incertain. Tu nous as partagé avec le RAID cette notion d'importance du rétex, du retour d'expérience pour progresser et aussi faire progresser, tant en cas de succès que d'échec. J'entends sur cette 4e expérience, tout ce qui brille n'est pas d'or, et comment est-ce qu'on garde cette lucidité, cette vigilance dans un écosystème complexe et qu'on se préserve des techniques de manipulation avec notamment le MICE. Et j'invite nos auditeurs à regarder un petit peu ce que propose le MICE, qui est très intéressant. On a évoqué rapidement la confiance. Peut-être on pourrait partir sur une dernière leçon de vie sur la confiance, qui est socle d'une forme de performance. Est-ce que tu peux nous en parler, parce que toi c'est vraiment un sujet en plus que tu traites régulièrement? Oui, alors moi j'aime beaucoup le concept, cette notion de confiance. Alors parfois on a tendance à considérer que accorder sa confiance à quelqu'un, notamment en termes de management, c'est faire preuve de faiblesse. On n'a pas le temps, c'est pareil, on n'a pas le temps de développer, mais aussi sur les concepts d'empathie, sympathie versus empathie. Pourquoi moi j'aime l'idée de pouvoir travailler, de manager avec cette confiance. Pour 2 choses. Alors c'est pour 2 choses parce que la confiance, je vais l'illustrer en 2 parties si tu me permets. Ouais, bien sûr. Pourquoi et comment accorder sa confiance dans le management? Alors c'est pas de moi, je tiens tout de suite à le dire que rendons à César ce qui appartient à César. Pourquoi accorder de la confiance? Parce que la confiance, elle est illimitée. C'est-à-dire que vous soyez 2 dans ton groupe ou 100, tu peux la donner, tu peux décider d'accorder ta confiance à tout le monde. Parce que cette même confiance, si tu la donnes, elle va te donner de la vitesse opérationnelle. Et le 3e point, ça va te coûter moins, ça va être moins coûteux que de mettre en place des organes de contrôle. Ça va être moins coûteux que la méfiance. Donc ça, c'est pourquoi je vais t'accorder de la confiance dans le management. Et comment je vais t'accorder de la confiance dans le management? Je vais te l'accorder, là encore, avec 3 points. En décidant de t'accorder ma propre confiance, en t'accordant du temps, donc il y a la temporalité qui rentre en compte, et surtout, enfin, en acceptant le risque que ta confiance soit trahie. Et ça, ce point, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que tu dois donner ta confiance en acceptant l'idée que cette confiance peut être trahie. En étant lucide. Oui. Et ça, c'est un point essentiel. Et si tu accordes ta confiance dans le management, tu vas être sur un rapport, ce que j'appelle un rapport de réciprocité. Tu le sais, Julien, puisqu'on en a parlé régulièrement ensemble et qu'on partage le même point de vue sur le sujet. On peut manager sous 4 formes. Le pouvoir, c'est-à-dire que je vais te demander de faire ça tout simplement parce que je suis ton chef. Ça, c'est le management par le pouvoir. Je vais pouvoir manager par la règle. Je te demande de faire ça, écoute, moi, à titre personnel, ça m'embête, mais tu sais très bien qu'il faut être 2 parce qu'il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. L'intérêt, c'est que c'est une forme on se défausse un peu et on évite on libère un peu de cette surcharge cognitive. C'est le fameux, moi, c'est pas moi finalement. La 3e façon de manager, c'est par la négo. Et probablement, là, pour le coup, négocier et manager en négociant, c'est une erreur pour moi. Là, c'est le fameux, écoute, tu m'as demandé d'avoir ton mardi comme jour de congé, ça ne m'arrange pas, mais si tu fais ce que je te demande maintenant, je vais te le donner.
Là, c'est un problème de management. Mais on a des managers parfois comme ça qui sont sur un rapport de négociation. Et le 3 et le 4... Tu mis ça à la négo, à du marchandage, à du chantage à ce moment-là? On est sur une forme, en tout cas de la part de celui qui accepte ce type de relation, on va être sur une forme de marchandage, de chantage, pardon. D'accord, ok. On va être typiquement sur une forme de chantage. Si tu n'acceptes pas, je travaille pas, ou je fais pas la tâche. Enfin, voilà. Enfin, Yeah. donc non, manager par la négociation. J'en parle parce que malheureusement ça existe. On a des managers qui managent par la négo, qui pensent obtenir uniquement ce qu'ils veulent sous ce type de rapport. Et le 4e et dernier point, c'est le management par la confiance, par la réciprocité. C'est-à-dire que là, on ne sait plus finalement qui est en demande. On ne sait plus. On est sur un rapport de parfaite connexion, de réciprocité. C'est-à-dire que on n'est plus sur je te donne, tu me rends. C'est au-delà. On est sur de la vraie réciprocité. Et sur de la confiance. Ouais, sur de la pure confiance. Mais la confiance, il faut être prêt à être trahi sur la confiance. Donc, manager par la confiance, pour moi, c'est un management qui est pertinent et performant. Le management par la confiance. Mais de ce que j'entends, qui est très lucide sur le champ des possibles qui peut s'offrir aussi à lui si elle est trahie. Absolument. C'est-à-dire que si tu veux, moi le curseur, je vais l'augmenter en fonction de mon interlocuteur. C'est-à-dire que plutôt que de partir sur un management par le pouvoir et de descendre sur de la confiance, je vais partir de la confiance. J'accorde une chance au produit. Je vais considérer que je te donne ma confiance. Voilà, dans cet espace du mandat, entre le point A et le point B, je t'ai recruté pour des bonnes raisons, je considère que tu es la bonne personne, je t'accorde ma confiance. Si cette confiance elle est trahie, je vais augmenter le curseur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais utiliser le pouvoir. Typiquement, dans les unités d'intervention, il y a 2 phases. On travaille, nous, surtout sur le pouvoir et la confiance. Le pouvoir, on utilise le pouvoir dans la phase de formation. Parce que ça ne souffre pas la contradiction. Voilà, je suis en train de t'entraîner, je suis en train de te former. Celui qui est ton instructeur, c'est lui qui exerce le pouvoir. Et une fois que tu as acquis toutes ces connaissances, cette formation, on sera sur du management par la confiance. Très clair. C'est important ce point. Et surtout, le management par la confiance, c'est jamais de la fausse naïveté. On n'est pas naïf. On sait qu'on peut être trahi. Mais en tout cas, il faut accorder cette chance au produit. Oui, c'est la confiance comme socle de performance dans son quotidien managérial ou professionnel, opérationnel. Passionnant, Laurent, le temps passe vite et je sais qu'on pourra en parler des heures avec toi, ce qu'on fait déjà toutes les semaines quasiment. J'ai l'habitude de finir ce podcast toujours par la même question, celle que je vais te poser, que je t'ai jamais posée d'ailleurs. Si le Laurent d'aujourd'hui devait rencontrer le Laurent d'il y a 20 ans ou 30 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais à ce Laurent-là? Alors, alors je suis désolé, c'est la détermination. Demeure déterminé. N'essaie pas de changer les gens qui te diront c'est pas pour toi, c'est pas possible, on veut pas de toi. Trace ta route, poursuis tes objectifs. Et quand on te dit tu peux tomber 10 fois, tu vas te relever si tu ne te relèveras que si tu étudies ton échec. Si tu comprends pourquoi tu es tombé. Donc l'échec n'a de vertu que si on l'étudie et si on essaie de comprendre. C'est trace ta route, sois déterminé, n'essaie pas de changer les autres. Très riche, super. Passionnant. Un très grand merci, Laurent, pour la qualité de l'échange. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup, Julien. Toujours très riche d'enseignements. Merci à vous d'avoir écouté notre podcast Pour Parler. Vous aimez le contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Toutes les 2 semaines, je reçois un expert sur le thème de la négociation qui nous partage ses astuces pour nous aider à devenir une meilleure version de nous-mêmes sur la négociation. Merci pour votre confiance et je vous dis à dans 2 semaines dans Pour Parler.